cadre des manifestations organisées par le comité 60e anniversaire Karl Brouwer, nous sommes heureux de vous présenter un dialogue avec le poète de Écrit sur du ruban rose, réalisé par Jean Fouchard, Anthony Phelps et René Philoctète. En deuxième partie, nous vous offrirons textes et poèmes de Karl Brouwer. Nous avons la chance d'être aujourd'hui 15 novembre 1962, honorés de la compagnie de Karl Brouwer, certainement le plus national et le plus sincère de nos poètes. Nous nous trouvons actuellement en la résidence du poète, au tranquille quartier du Haut de Turgot, encore peuplé de gazouillis d'oiseaux et bercé de palmes fraîches. Karl Brouwer comptera le 5 décembre prochain 60 ans. Et c'est comme un miracle de cette vie extraordinaire et tourmentée, saisie par la bohème et la débauche, la farandole des femmes, l'ivresse des boissons fortes et les nuits de veille joyeuses dans les bouges des faubourgs, car il fut le roi des tavernes et le prince de la bohème, et sa jeunesse se passa tout entière, comme on disait au temps lointain, entre un bol de tafia et une maîtresse concubine. Le meilleur de la poésie de Karl Brouwer porte la marque de la débauche. Et si parfois le sourire de la Vierge caresse son front là, la prière qu'il dédie à la Mère de Dieu sent le clairin. Dans un livre prochain, il sera dit le talent de Karl Brouwer, qui dans la poésie haïtienne ressuscite François Villon, Verlaine et Rimbaud. Aujourd'hui, nous voulons simplement bavarder avec le poète, engager avec lui un dialogue à bâton rompu qui découvrira, peut-être, les plis et replis secrets d'un cœur fou d'amour. Mon cher Karl, des femmes innombrables ont empli ta vie. Est-il indiscret de parler d'elles, d'évoquer leur grâce qui parfume une si grande partie de ton œuvre poétique et d'essayer de recueillir des détails sur leur personne? D'abord, dis-nous, qui était cette jeune fille à qui est dédié Écrit sur du ruban rose? J'ai vécu avec elle à Paris, à France Export, où je travaillais. C'est une Française? C'est une Française. Elle est maintenant madame. Faut pas dire. Elle est mariée maintenant? Elle est mariée maintenant. Et Écrit sur du ruban rose lui est dédié. Donc c'était un grand amour? Plutôt un amour chasse. Un amour chasse. Oui, parce que ces poèmes ont une certaine pudeur, beaucoup de délicatesse, on l'a remarqué. J'étais tout jeune. Oui, c'est à ton premier voyage à Paris. Oui. Et ensuite, tu es... Tu connais ce sujet de Musset avec deux maîtresses? Oui. Voilà. Il y en avait une qui était charnelle à l'époque. Je crois que Baudelaire, avec pas ce drame, ce genre d'amour. À l'époque, j'en avais deux. Une charnelle et celle-là, non. C'était pas l'amour charnel. Tu comprends? Oui. Oui, c'est pourquoi je reviens sur ça, les poèmes écrits sur du ruban rose. C'est une très très grande pudeur. Pudeur, oui. Et après, quand tu as commencé à publier dans la revue indigène et la Trouée, il y a beaucoup de noms de femmes qui viennent tout le temps. Onphale, qui était Onphale? Onphale Boiron. Onphale Boiron, c'était moi. Oui. Parce que, à la sens, comme tu dis, au montant, on voit ça. Elle était la femme de ma jeunesse, tu comprends? Connue très tôt, n'est-ce pas? J'ai dû chanter comme je pouvais la chanter à l'époque. Et c'est Marie-Noël dont tu as parlé tout à l'heure? C'est la première maîtresse. La première? Revenant de France. Elle habitait où? Au Roi-Fouzère. Mais alors, anti-passion. C'est elle qui est l'héroïne de Trèfle, de Trèfle. Ce conte que j'ai publié dans la revue indigène. Oui, ce conte est là. Ou dans la Trouée? Non, c'est dans la revue indigène. Et enfin, après cette vie turbulente, tu es devenu sage et tu t'es marié. Oui. Vers quelle époque tu t'es marié? J'avais quel âge? J'avais une trentaine d'années. 30 ans, à peu près. Et
Et de ce mariage, tu as eu 2 filles. 2 filles. Qui sont Olga et Mimi. Mimi, c'est un souvenir de ta mère que tu as beaucoup aimé. Il s'appelle Théonie. Son vrai nom, c'est Théonie. Le nom de ma mère. Olga est actuellement religieuse. Oui, elle s'appelle religieuse à Port-de-Paix. Une Montfortaine. C'est une Montfortaine. Et Vous l'autre... savez que c'est Louis-Marie de Montfort qui a créé ces 2 congrégations. Les filles de la sagesse, les Montfortaines et les Montfortains. Une congrégation masculine et une congrégation féminine. Et l'autre, ton autre fille a fait son droit, on m'a dit. Oui. Elle travaille à la pharmacie des Mac. Elle ne professe pas le droit. Ensuite, je voulais te demander, quel est ton poème préféré? Ça, c'est difficile à dire, de toutes tes... Mais, alors, laissons le mysticisme. Il y a un poème qui m'a toujours parlé, plus beau, c'est Le Grenadier. Le Grenadier. Ça a paru où? Je ne sais pas. Voilà, c'est que j'ai publié dans un petit journal, beaucoup. Et je crois que c'est dans l'Action nationale. Dans l'Action nationale, peut-être. Je vais essayer de le retrouver. Quel en était à peu près le sujet? Les souvenirs de mon repos. Ah, de mon enfance. De ton enfance, qui s'est passé à mon repos, oui. Mon cousin de Carvalho, Adèle, les Carvalho. Je peins sur des souvenirs. Les souvenirs de mon enfance à mon repos. Et alors, il y avait les grenadiers dans la cour. Je me suis souvenu. J'ai une enfance faite. Absolument faite. Oui, tu as écrit souvent quelques souvenirs de... Le jardin était merveilleux. Immense. Il y a encore des restes de mon repos. C'était beaucoup plus beau. Et puis mon oncle était très luxueux. Il était très riche à l'époque. Lequel? Frédéric Carvalho. Frédéric. Qui avait épousé la sœur de mon père. C'était une enfance absolument faite. Et alors, placé dans les milieux de fées, parce qu'il fallait voir mon repos autrefois. Ce jardin qui avait... Paradis. Un paradis, des rouges innombrables, Choncal, l'eau, à une fois, il y avait un jet d'eau à mon repos. Je me revois me baignant ce jet d'eau. C'était tiens à 3 heures de l'après-midi, me baignant avec Joseph. C'était délicieux. Et puis Adèle le soir, les contes. Adèle était une conteuse incomparable. Une vraie chanterelle. Une vraie griotte, de ce point de vue-là. Plus tard dans ma vie, j'ai entendu des conteuses. Des conteurs, je n'ai jamais entendu une conteuse comme Adèle. Jamais. Elle est morte. Et Adèle est Carvalho. Ma cousine germaine. Oui. Monsieur Bois, je voudrais vous poser une question que j'ai en tête depuis un bon moment. Le scénario pour film que vous avez écrit, Le Vampire et le Magicien, enfin, quand vous l'avez écrit, est-ce que vous aviez en tête que ce scénario serait un jour monté ou bien joué, je ne sais pas? Vaguement, tu sais. Je l'ai écrit parce que, en somme, le pays devait évoluer. Il y a eu tout de même quand même une idée d'évolution. Le Mexique, pour lui bien, un très beau film. Et alors pourquoi il n'y a pas de cinéma ici? Oui. Il y a eu quand même une petite tentative cet an dernier, mais ça n'a pas... Je ne savais pas. Mais comment avez-vous été amené à écrire un scénario pour film, hein? Je veux dire, qu'est-ce qui vous a inspiré? Ça a été inspiré par un film allemand que j'ai. Ton deuxième voyage, alors? Le cabinet du docteur Caligari. J'ai vu, c'est un des plus beaux films, jamais, que j'ai vu. Et puis il y a un film allemand que j'ai vu aussi au Marivaux, Les Trois Lumières. Tu vois, ce sont des films fantastiques. C'est que l'allemand, l'imagination allemande, l'allemand excelle à exploiter le fantastique. Tu as jamais lu l'école d'Hoffmann? Il faut la lire. C'est un écrivain, un conteur allemand, un puissant écrivain. Et j'ai lu les contes d'Hoffmann aussi. C'est fantastique. Si tu lis Ignace Denner, tu ne peux pas dormir la nuit. Je les ai lus enfant, les contes d'Hoffmann. Plus tard, j'ai relu. Je ne dormais pas la nuit. J'avais peur. Je les mettais dans les contes d'Hoffmann, je les lisais quand même. Et alors j'avais des nuits chez nous, où quelquefois je quittais mon lit pour aller à la lit de ma mère, tellement j'avais peur. La maman gâteau. Oui. Tu as beaucoup aimé ta mère. Moi, j'ai sur les souvenirs du moment que je vois. Un jour, je vais à la chasse. Je tue 2 oiseaux palmistes. Et puis, à un moment, je vais cuire ça. Elle a cuit ça. Le plaisir que ma mère avait de manger, je n'ai jamais oublié ça.
Je jouissais de l'avoir mangé, tu sais. J'adorais manger. C'était le fruit de ta chasse. Voilà, Pourquoi voilà. il attachait. Moi, je voulais que le noir pas lu. Spécial. Mais mon fusil n'a pas duré, malheureusement. Je m'appelle Karl. Mon nom, vrai, c'est Charles, tu sais. Mais alors, ma mère aimait tellement Karl Wolf que le nom m'a resté. Oh, c'est à cause de Karl. À cause de Karl Wolf. Le fabuliste. C'est un poète exquis, Karl Wolf. Je sais. C'est à cause de lui que je m'appelle Karl. C'était le bon ami de ma mère. Alors aussi, Lord Wolf aussi. Je voulais relire cette fable, mais je vais me remettre à la littérature ici. Vous voulez relire les fables de Karl Wolf? Oui. Je pourrais vous passer un exemple. S'il vous plaît. D'accord. Oui, il faut retourner à la littérature. C'est ce que je vais retourner, il va revenir. Alors maintenant, depuis 1942 à peu près, tu n'as pas écrit, ou plutôt tu n'as rien publié. Je n'ai rien publié. Mais maintenant tu as changé. Je peux pas maintenant. Je peux pas. Est-ce que tu as... Je pourrais te lire ce poème si tu veux. Le dernier que tu as donné à... Oui, explique. Tu l'as reçu. Je peux parler des pensées chrétiennes aussi. Et puis alors, juste que j'écris en ce moment les sombres propos d'Égésias sur la mort. Alors, le mysticisme. Ah, toujours, tu écris uniquement maintenant dans la veine mystique. Ah, oui. Alors, tu nous expliquais à peu près... Ce que je voulais faire pour mes poèmes, allier ce que je te dis, créer un mysticisme. En somme, ce que je voulais faire, c'est de créer un mysticisme proprement haïtien. Tu comprends? Oui. Qui serait, comme tu nous expliquais tout à l'heure, un mélange de chair et de mysticisme. Le mysticisme. Alors, allier, n'est-ce pas, la chair et l'esprit. Oui, dans une formule poétique. Poétique proprement haïtienne. Voilà, c'est ma tentative. Est-ce que vous n'auriez pas subi l'influence de Omar Khayyam? Il y a énormément. Khayyam est un angoissé d'ailleurs. Et moi je suis angoissé aussi. Tu as toujours été un angoissé. Tu vois, l'idée de la mort m'a toujours hanté. L'idée de la mort m'a toujours hanté. Je prépare, je vais dire, les sombres pensées d'Égésias. Il ne faut pas que ça soit réfléchi. Ouais. C'est pas une philosophie. Car pendant ce... J'ai beaucoup fait de philosophie, et même de science, durant mon repos. Je n'ai pas vécu, mais j'ai beaucoup étudié. Je crois que mes dernières œuvres sont plus scientifiques, plus philosophiques, plus scientifiques que les premières. La première, c'est la jeunesse, n'est-ce pas, maintenant? Oui, c'est la maturité. C'est la maturité. Vous savez que je connais l'eau, là. Oui. Avec à l'eau, là. À ton premier voyage, alors? Oui. Oui. À Lourdes. À l'Arco, hein. À Lourdes. Et quelle est votre impression? Ah, mais c'est réellement mystique, là. C'est un souffle l'esprit, il n'y a pas de doute. Dès qu'on rentre dans le domaine de la Sainte-Vierge, on baisse des larmes. Involontaire. L'Arco a pleuré, j'ai pleuré. C'est involontaire. C'est frappant. Frappant. Ah, et la vraie, j'ai l'enfance mariale aussi. Je me demande si je ne veux pas être prêtre. Tu sais? J'ai toujours demandé ça. C'est qu'il y a ce qui frappe, ce qui m'a toujours frappé, c'est la ressemblance de ma vie avec celle de l'abbé Prévost. L'abbé Prévost, tellement dans l'esprit. C'est un pire chef-d'œuvre. Mais la ressemblance est frappante. C'est de un bénédictin, il n'a jamais pu. Il a aimé une fille. Tu vois? C'est une ressemblance frappante. La ressemblance est frappante. La vie est celle de l'abbé Prévost. Oui, c'est curieux, il y a quelque chose de mystique depuis tes premières œuvres. Les premières œuvres. Je me rappelle le poème sur l'église du Sacré-Cœur, les cloches. À Paris, j'étais philosophe. J'ai beaucoup lu Annie Besson, il était le président de la Société théosophique. C'est ce qui explique que j'ai fait une étude sur une instance de soufis pakistanais. Oui, dans... J'ai fait beaucoup d'études mystiques. J'ai fait beaucoup d'études mystiques. Et puis l'influence aussi de Omar Khayyam. Oui, l'influence orientale, très profonde. C'est visible dans mes œuvres, l'influence orientale. Oui. Arabe, persane, japonaise aussi. J'ai même écrit en Haïkai, dans la revue indigène. Quand ces étoiles et la lune derrière les c'est brisé en étoiles. C'est dans cette s'appelle en Haïkai.
Oui, longtemps avec le portable, il y a une grille maintenant là, au moins. Au portail? Faut aller au gaz. Ah oui. Oui. Chez qui? De ma jeunesse. Ah bon, j'ai fréquenté énormément la fille, c'est bon, mais je n'ai vécu que chez elle. Mais, monsieur Bois, est-ce que, c'est peut-être une question indiscrète, mais... est-ce que l'alcool vous était un stimulant pour votre poésie? Oui, tout de même. J'aime le plaisir. Tu comprends? Oh, le plaisir sans l'alcool, on ne voit pas. Enfin, c'est Octave. Tu comprends? Octave se soulève la gueule. Continue, mais c'est en plein carnaval. Tu as vu cette comédie délicieuse, le moment cher. Le barbier de Séville. Le Figaro. Mon cher, j'étais fait cap chez Hubert, à 15-16 ans. Vrai chez Hubert, un passionné de la femme. Parmi les poètes ici, c'est ton préféré. Mon cher, j'aime beaucoup les Coronado. Oui. Je trouve délicieux. Et j'aime beaucoup aussi Amédée Bon. Mais moi, les Corinna ont en plus de sensibilité, de délicatesse. Il y a des poèmes Ouais, de la souffrance. Alaïda sur sa natte de jour. Il m'a écouté soupirer la brise des amants. Et la brise au tombeau des mains. C'est joli. C'est un morceau d'anthologie. Ah oui. Très belle pièce. J'aime beaucoup Georges Sylvain aussi. Il a un très beau poème, Georges Sylvain. Et les chiens errants, les chiens vagabonds. Il est très sensible, Georges Sylvain. Puis alors, quelle page, ça... quelle prose, Georges Sylvain. Au début des confidences. Son aperçu sur la poésie haïtienne, qui est absolument remarquable. Ah, c'est remarquable. Et il a un très beau poème aussi, le frère d'Afrique. C'est un poème très beau. Dans la confidence et mélancolie. Un type qui est délicieux aussi, moi. Je l'ai lu 14 à 15 fois, c'est Damoclès Vieux. C'est le poète de la Minatelle, Damoclès Vieux, tu sais. Oui, du marivaudage. Du marivaudage. Il a de très beaux poèmes. En somme, c'est du Watteau, c'est du Verlaine, des romans gays. Oui, égaré un peu dans les poèmes de Versailles. Oui. C'est un marquis, en somme. Enfin, comme la poésie n'a pas de limite, ça a été un peu son droit. Oui, c'est son droit. Je n'aime pas la poésie engagée. Il me semble qu'une poésie doit être dégagée plutôt qu'engagée. C'est la tendance actuelle de dégager. Je ne vois pas. Pas de formule en poésie, pas de théorie. On écrit sur son âme, sur son cœur. Et on rythme également dans son cœur. J'ai toujours, mes poèmes en vers libre, j'ai toujours essayé de rythmer sur le cœur. C'est volontaire chez moi. C'est pourquoi ils sont difficiles à lire au fond, ces poèmes. Mais il m'a semblé trouver dans quelques-uns de tes poèmes un peu le rythme de chansons vaudouesques. Oui. Ça a eu une certaine influence. Azéma, par exemple. D'où Azéma qui est. Oui. Alzire, c'est quelquefois le rythme de la méringue. Oui. Oui, cette longueur, cette grasse langoureuse. Ou il y a un romance, par exemple. Dans je peux dire la Rose indigène. C'est une romance. Cet homme fait ça. Les actes d'ouverture, une très jolie romance. Les actes d'ouverture, tu n'as jamais lu? Non, dans J'ai plus jamais lu ça dans l'Initiade. Non. Mais, non, c'est une autre romance. L'exilé, je crois. Et l'exilé, et cet extrait de l'Haïtienne. Oui, c'est dans le début, le prologue de... J'ai lu l'Haïtienne, mais il y a déjà des années, j'ai oublié tout à fait. Et puis alors, pendant des temps, je suis resté longtemps pour l'écrire. Très longtemps pour l'écrire. Tes premiers vers datent de quel âge? Pas changé. Écrit sur du ruban rose, tu l'as publié. Et oui. À ton retour de France, Il y a une trentaine d'années de ça, oui. Ça. Une trentaine d'années de ça. Bien avant la revue indigène. Non, pendant la revue indigène. Pendant cette période. Pendant la période. Exactement pendant la période. Mais je n'ai édité que 70 exemplaires. Alors c'est très rare. Non, mais avant d'avoir publié Écrit sur du ruban rose, tu avais déjà l'habitude d'écrire. Aussi. Oui. Il y avait des sélections. Oui, il y avait déjà écrit nous, tu sais. Oui. Oui. Et pourquoi ça n'a pas figuré dans... Ah ben, j'ai trouvé ça un peu mièvre. Tu comprends?
Et puis alors, c'était tout à fait spécial. Tu vois, remarquer ce point de vue au somme. La même pudeur, tu vois. À part ce point de vue à Bounouas. À Bounouas. C'est un peu libertin. Ouais. À Bounouas, c'est l'un des plus grands poètes arabes. Et je connais bien, on voit bien que ma poésie est influencée par la poésie orientale. Les Anzins, par exemple, les couleurs sont purement orientales. C'est de l'africanisme. Alors maintenant, mon cher Karl, je vais te demander de dire pour nous quelques-uns de tes poèmes. Ma muse est une courtisane de couleur, des dents blanches, une cascade de fou rire, des sanglots profonds jusqu'à l'âme, un cumul sonore de bracelets de verroterie. Ma muse est une courtisane de couleur. Voyez comme elle est belle, avec de la poudre d'or dans ses cheveux, gentimoine sur les paupières, et du henné en pourpoint ses lèvres épaisses, et fondante comme une mangue. Ma muse est une courtisane de couleur. Le Béanzin Vida. Et des sandales de cuir, et le corps drapé dans une boumboue ample. Béanzin rêve, assis sur une natte orange et noire. Cependant immobile, une Amazone abrite sa tête royale du ombrelle Congo. Ah, voir paumer mourir. Ou les prêtresses d'Aïda Wedo, les yeux pleins d'une indicible mélancolie. Il contemple plus loin les palmiers maigres qu'agite la brise crépusculaire. Plus loin, bien plus loin, au-delà du désert, un pays de vin, de pâte et de miel. Les ouelles sonores vissement les bracelets d'or aux chevilles des Amazones. Les premières étoiles s'allumèrent dans le litharme du ciel. L'horizon devint de la couleur du foulard de Badagry. Le royal exilé rêvait toujours, le royal exilé rêvait toujours. Mais tout à coup la bonite se réfit. Le liard frissonna. Voici venir les ténèbres et le froid, se dit-il. Il faut rentrer. Il se leva, mais au moment de franchir le seuil de sa demeure forcée, il se retourna, regarda longuement les palmiers nostalgiques et murmura doucement, ah, sans doute, je ne verrai abonné qu'au noir pays téléphonique. C'était Dialogue avec Karl Brouard, réalisé pour vous par Jean Fouchard, Anthony Phelps et René Philoctète.